nous allons accueillir Santiago Espinosa, qui va apporter, je dirais, une touche philosophique à la réflexion que j'ai tenté d'initier la semaine dernière. Je vous rappelle que l'enjeu de cette année, de ce séminaire de cette année, c'est d'écouter ce que j'ai appelé les bruits de la pensée, qui passent aussi bien par la voix des penseurs. On a écouté quelques-uns la semaine dernière, mais aussi qui passe par une écoute seconde, une écoute qui met à distance la signification explicite et qui laisse place à, alors je ne sais pas encore comment l'appeler, une signifiance, mais en tout cas une dimension de sens qui n'est pas réductible à la signification théorique. C'est-à-dire qu'au fond, on peut lire des textes, et des textes théoriques, je ne parle pas ce qui est naturel de la poésie, puisque la poésie fait entendre, bien sûr, des sonorités, mais je parle de textes théoriques où, en quelque sorte, la pensée laisse surgir, alors on peut l'appeler différemment, des paysages sonores, des sonorités, et on peut y appliquer le langage musical, mais en se méfiant peut-être justement de la métaphore, parce qu'il ne s'agit surtout pas de proposer, d'écouter les textes à la manière d'une pièce musicale. Et justement, pour déjouer cette analogie un peu facile, la réflexion de Santiago Espinosa, me semble-t-il, peut nous apporter des outils. Pourquoi ? Parce que, contrairement à un certain nombre de philosophes travaillant sur la musique ou écrivant sur la musique, ils ne sont pas si fréquents, il faut le dire. Mais malgré tout, ces philosophes-là ont une approche qui est celle de l'interprétation. Souvent, d'ailleurs, ils s'intéressent plus au livret d'opéra qu'à la musique elle-même. Et leur enjeu, c'est au fond, de dégager un sens de la musique et de prendre la musique comme un domaine d'expression, donc exprimer. La musique serait censée dire quelque chose qui existe en préalable, en amont d'elle-même. Et c'est ce présupposé théorique que Santiago Espinosa s'emploie à dénoncer. Il l'a fait dans un livre précédent sur l'inexpressivité musicale, publié chez Encre Marine, s'en prenant à un certain nombre de commentateurs, philosophes plus que musicologues, et s'autorisant aussi quand même d'un philosophe ou de quelques philosophes qui ont incarné une autre voie que celle de l'interprétation. Je pense notamment à Jean Kelevitch. Et puis, pour parler d'un vivant, Clément Rosset. Santiago Espinosa écrit dans une grande proximité avec Clément Rosset. Clément Rosset, d'ailleurs, a préfacé son précédent ouvrage. À nouveau, il préface celui qu'il vient de sortir et qui s'appelle « Voir et entendre, critique de la perception imaginative ». Dans ce livre, que je vais juste présenter parce que je pense qu'il va y revenir, il montre le privilège accordé dans la pensée occidentale à la vue, depuis même l'origine de la philosophie, avec toutes les métaphores qui amènent à penser la compréhension sur le mode de la vision. Je vois bien ce dont il s'agit. Et il propose donc une alternative à cette dominante du paradigme visuel. Bon, ce n'est pas le premier à le faire. On peut dire que aussi des gens comme Martin Jay dans Downcast Eyes, ou Derrida, bien sûr, dans sa dénonciation ou son déconstruction de ce qu'il appelle l'ocularocentrisme l'a fait, mais c'est quand même sur une lecture différente que Santiago Espinosa s'engage,
Je ne vais pas entrer dans les discussions que vous avez avec Derrida, mais en tout cas, c'est un autre nietzschéisme, si je puis dire. Il s'inspire de Schopenhauer et de Nietzsche pour faire valoir donc une autre écoute aussi, pas seulement de la musique, mais une écoute aussi des textes. Je voudrais lire d'ailleurs juste un passage qui, si je puis dire, consonne avec le propos de ce séminaire, lorsqu'il dit « Il faut distinguer entre deux types de lecture. D'un côté, lorsqu'on lit un texte, on vise à en tirer une signification. Dans cette démarche, nous faisons volontiers abstraction des mots, des tournures, des accents des mots, que nous dissocions, bien que de manière illusoire, d'avec la signification. De l'autre côté, la lecture et l'écoute de la musique qui est d'un tout autre ordre, nous y prêtons l'oreille à toute singularité, à chaque inflexion, respiration, en bref, à chaque son en tant que tel, non en tant qu'indice d'autre chose. » Alors bien sûr, vous parlez là de la musique, mais je crois qu'on peut aussi aborder une textualité à partir de cette écoute du sonore. Donc, à ce titre, je crois que le propos de Santiago Espinosa, encore une fois, centré sur la question du musical, peut nous apporter beaucoup pour justement nous affranchir de la question du sens, de la signification qui obsède toute lecture interprétative des textes philosophiques. C'est en cela que je suis très heureux qu'il ait accepté de venir ce soir. Et je vous laisse la parole. Nous allons l'écouter pendant une quarantaine de minutes, et puis ensuite, nous pourrons discuter de ces propositions avec lui. Merci beaucoup. Donc, je remercie déjà François Noudelman pour cette invitation, et à vous tous d'être aussi nombreux ce soir. Je pense que vous avez déjà tout dit. Ah bon. Donc, je n'ai plus grand-chose à dire. C'est-à-dire que vous avez dit en condensé ce que j'avais préparé pour ce soir. Donc bon, vous savez de quoi il retourne. Alors justement, je commencerai... j'ai préparé une petite conférence qui s'appelle « Éléments pour une philosophie de l'écoute », qui était à l'origine le sous-titre de ce livre dont vous parliez, « L'inexpressif musical ». Je crois que je ne l'ai pas mis, je crois que non. Et bon, il n'est pas très long, ce petit texte, que je commence avec une citation de Nietzsche, comme vous l'avez annoncé, qui est la suivante. « Faut-il donc leur casser les oreilles pour qu'ils apprennent à entendre par les yeux ?» Alors, je vais me permettre de la lire. Donc, je voudrais pour commencer, c'est-à-dire avant d'entrer dans la discussion de ce que peut être considéré comme une philosophie de l'écoute, justifier rapidement l'intérêt d'une telle recherche. L'intérêt de rapprocher la philosophie de l'écoute ne va pas de soi, et surtout ne signifie pas ce qu'on pourrait croire dans un premier abord, c'est-à-dire il faut être à l'écoute de son prochain, il faut bien prêter l'oreille aux propos de ses amis, etc. Donc ce n'est pas ça. Une telle initiative est d'abord l'effet d'un constat, que M. Noudelman a déjà amorcé. La philosophie a, depuis son horreur, à la fois privilégié un sens, la vue, et négliger les autres, l'ouïe parmi eux. Il est vrai que la vue s'est toujours accompagnée pour justifier sa primauté en ce qui concerne l'approche de la réalité, donc la connaissance que la philosophie cherche à établir, du toucher. En témoigne l'apôtre Thomas qui, ne croyant pas ses yeux en percevant le Christ ressuscité, a voulu le toucher. Perception qui est venue confirmer la perception visuelle précédente qui s'avérait par là juste. Pourquoi ne parle-t-on pas des mots du Christ qui lui adressait et qui parvenaient jusqu'à ses oreilles, ou de l'odeur de ces derniers, qui entrait par les narines de l'apôtre? Ces perceptions auraient bien pu confirmer la perception visuelle que Thomas mettait en doute. Toujours est-il que c'est en le touchant qu'il a cru ce qu'il voyait. Mais Thomas reste, à vrai dire, un exemple rare. En général, on croit bien ce que voient les yeux. On demande à voir pour croire, et l'expression « je ne crois pas mes yeux » désigne à contrario une exception faite à la norme, puisque d'habitude, c'est bien l'inverse qui a lieu. Témoin parmi d'innombrables exemples, Eurydice, qui dans l'opéra de Gluck
demande à Orphée, descendu aux enfers pour la sauver de la mort, de la regarder. C'est là que j'aurais pu chanter. Je ne me sens pas tout à fait en confiance, mais elle dit « un sguardo solo », donc juste un regard. Alors qu'il la tient par la main et lui parle. Vous pouvez chanter « J'ai perdu mon Eurydice ». Oui, mais c'est juste après. C'est-à-dire qu'il se retourne, elle est très capricieuse. Donc, bon, elle ne marchera pas, elle ne sortira pas de l'enfer tant qu'elle n'aura pas son regard. Donc, enfin, Orphée se retourne, paf, elle est fulminée, et là, j'ai perdu mon Eurydice. Rien n'égale mon bonheur, non, mon malheur. Bref, et témoin encore Psyché, qui, dans l'œuvre d'Apulée, Landor, les Métamorphoses, vous connaissez peut-être ce texte, certainement. Il y a un long chapitre sur l'amour d'Eros et Psyché, raconté, je ne me souviens plus par qui, mais bon, l'histoire, c'est l'histoire d'une métamorphose d'un homme devenu âne, mais en tout cas, il y a l'histoire d'Eros et Psyché. Psyché, vous savez, aimé par Eros en personne, par le dieu de l'amour, tous les soirs, lequel lui a promis fidélité à la seule condition de n'être pas vu, bonheur auquel Psyché préfère de renoncer, lui substituant une fulgurante vision fatale. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, c'est en plus dans tous les tableaux du monde, on voit Psyché, prévenu par ses horribles sœurs, qui lui disent que son amant est en réalité un monstre, un serpent ou un dragon, quelque chose comme ça, et donc qu'il lui suffit d'approcher une lampe la nuit venue pour le voir. Bon. Et là, l'amour entier du dieu de l'amour, Eros, et elle préfère quand même le voir, elle approche une petite lampe à l'huile, et quand elle voit la beauté de l'amour, elle laisse tomber une petite goutte d'huile brûlante sur l'épaule d'Eros qui part pour toujours. Donc elle perd le bonheur auquel elle a substitué une vision. Cette longue tradition qui relie la connaissance de la réalité et donc d'une certaine manière la philosophie à la vue est inscrite dans la langue indo-européenne elle-même dans la plupart de ses variantes. Donc là, je deviens un peu technique, n'est-ce pas ? D'après le dictionnaire Robert, voir est rattaché à la racine ved, qui veut dire connaître. Je vois que vous prenez des notes, donc c'est W-E-I-D. Ainsi, le mot sanskrit Veda équivaut à « je sais », d'où védique ou Veda. Les mots grecs idéin, à voir, d'où idée, forme visible. Eidenai, à savoir, d'où histoire, je sais pour avoir vu. L'anglais wit, à esprit, intelligence, d'où witness, témoin pour avoir vu, et wisdom, sagesse. Enfin, l'allemand wissen, savoir, vous voyez ce que je veux dire. Par ailleurs, cette liaison elle-même explicite, puisqu'on parle dans la conception philosophique de la connaissance, soit des idées, donc des formes visibles selon Platon, soit d'évidence, ce qui est visible selon Aristote, soit encore d'intuition, traduction latine de vision chez Descartes, parmi d'autres évidemment, même et surtout s'il s'agit à chaque fois d'une vision très particulière, vision mentale ou spirituelle, cette liaison donc traduit une autre liaison, cette fois implicite, qui est celle de la philosophie au savoir. Et plus précisément au savoir indubitable du réel, liaison qui pour le moins sujette à discussion. Car si la philosophie est un savoir, cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un savoir qui se voit, ni d'une connaissance certaine de la réalité. La philosophie, contrairement à la science, ne prétend pas toujours fournir une image du réel. La tentative de faire une philosophie de l'écoute relève ainsi de la volonté de penser la réalité autrement que comme une image qu'il serait possible d'analyser, ou encore d'un mystère qu'il serait souhaitable de dévoiler. Je pense qu'on en parlera par la suite, mais il y a cette idée dans l'image qu'il y a un mystère à dévoiler et que l'image justement révèle, comme d'ailleurs on révèle un négatif, on le fait plus souvent maintenant, mais on révélait l'image photographique. L'association tacite et invétérée de la vue au savoir et du savoir au savoir immuable, produit par le rendu en image du réel,
semble toujours donner lieu, paradoxalement, au refus de la réalité immédiate, passagère, fugitive, éphémère, au profit d'une autre réalité, non perceptible immédiatement, mais seulement pensable au moyen de l'image une fois travaillée par l'esprit. Réalité stable, immobile, immuable, qu'on considère, pour des raisons dont on n'a pas le temps ici de parler, enfin désirable. Alors que nous percevons par les autres sens des petites pièces éparpillées de la réalité, la vue, en alliance avec l'esprit, on vient à montrer l'image terminée d'un puzzle qui est possible désormais de déchiffrer et de comprendre. Pour le dire autrement, la philosophie de la vue et du savoir débouche irrémédiablement dans une pensée de l'être, pour laquelle le devenir n'est qu'une apparence plus ou moins trompeuse qui a pour vocation de le dissimuler ou de le voiler. La recherche de la vérité consisterait alors dans ce dévoilement de l'être caché derrière le paraître, leitmotiv de la philosophie depuis Platon et jusqu'à pas mal de nos contemporains. L'essence du corps semble en effet, et c'est bien ce qu'on leur reproche, ne percevoir que des apparences, des objets en changement et mouvement perpétuel. La vue viendrait alors redresser cette erreur et leur errance, l'errance des sens, en fournissant à l'esprit des images que ce dernier serait en mesure de penser, puis de nommer. Les mots étant dans cette perspective des expressions des idées. J'entends montrer par la suite qu'une philosophie de l'écoute, bien au contraire, prend ses apparences pour la seule réalité, sans image à leur mesure. En quoi consiste donc cette autre façon de faire de la philosophie ? Disons, comme entrée en matière, qu'il s'agit avant tout en philosophie de se rapprocher au plus près du réel pour essayer de le penser, sans pour autant en tirer forcément une connaissance, ou, comme le disait déjà Platon, une science. Notre introduction doit servir aussi à distinguer ces deux notions, trop souvent confondues. La philosophie en général n'a pas pour objectif de produire une connaissance du réel, ou pour le dire avec Descartes ou Malebranche, on l'a suggéré, de rechercher la vérité, par opposition à une réalité qui ne serait pas, elle, vraie. C'est la philosophie du savoir seule qui cherche cela, et c'est assurément pour cette raison même qu'elle se recommande de la vue. Chez Descartes, par exemple, encore, je ne vous embêterai pas beaucoup là-dessus, je fais un tout petit peu d'histoire de la philosophie, ça sera court. Chez Descartes, par exemple, mais en cela il ne fait que suivre une tradition qui lui vient de Platon, d'Aristote, de saint Augustin, entre autres, la vérité est ce qui se voit. En quoi consiste grosso modo sa méthode ? En voir clairement et distinctement, avec l'appui du bon sens, c'est-à-dire la lumière naturelle, ce qui se voit. C'est en concevant les choses dans leur simplicité que nous les connaissons par l'intuition, c'est-à-dire la vue directe des choses dans la conscience, que nous acquérons un savoir qui se réduit à voir, comme l'écrit mot pour mot un éminent commentateur de Descartes, Jean Laporte, qui nous conduit au vrai, c'est-à-dire à l'évidence, qui n'est autre chose que leur vision par l'esprit. Qu'en est-il de la faculté proprement de connaître ? La connaissance se définit par le voir, écrit encore Laporte. D'abord, le sensible, ce que nous percevons par les sens, est une image. Toute sensation se résume dans la vision. C'est ce que voit confusément l'imagination. Or, grâce au jugement, c'est-à-dire le fait de voir clair, nous pouvons différencier cette confusion en dépouillant les choses de leur forme extérieure, leur aspect perceptible ou leur apparence, et les voyant comme étendues pures, c'est-à-dire sans matière. Vous vous rappellerez le petit morceau de cire que vous avez certainement étudié en terminale. Enfin, quel est l'objet propre de la connaissance ? Non pas bien entendu le réel tel qu'il est rapporté par les sens, trop insaisissable, mais son image dans la conscience, où l'objet censé être connu, c'est-à-dire l'objet perceptible, coïncide avec l'idée, c'est-à-dire le tableau ou encore le portrait de celui-ci que Dieu a mis en nous, qui se traduit en réalité objective ou dans le vocabulaire du cartésianisme contemporain en intentionnalité. Pour le dire en un mot, le cartésianisme, dans ses versions premières et contemporaines, s'inspirant à son insu de l'évidence aristotélicienne, entretient cette ferme croyance, que nous critiquons justement, que le réel est ce qui se voit.
Conception discutable avant tout en ceci que dans ce refus catégorique de l'apparence, il résulte que ce qui se voit, l'image des choses susceptibles de produire un savoir certain, est précisément invisible aux yeux. Une philosophie de l'écoute n'a pas pour objectif de produire un savoir de ce genre. Elle voit au contraire dans cette tentative un éloignement délibéré de ce qu'elle entend par réalité. D'ailleurs, on peut déjà dire, bien que cela paraisse aller de soi, qu'une philosophie de l'écoute est une philosophie qui fait attention à l'approche que l'essence du corps font du réel, à l'encontre d'une philosophie, comme le platonisme dans toutes ses variantes, les cartésianismes y compris, de l'approche qu'en fait l'esprit. Par là, elle n'a rien de particulier à apporter par rapport aux autres sens. L'ouïe ne perçoit pas mieux le réel, à dire vrai, que l'odorat, ni même que la vue. On aura déjà compris que ce que les philosophes du savoir appellent vision est assez loin de ce que l'organe visuel perçoit réellement, c'est-à-dire des impressions de lumière qui viennent frapper la rétine et non pas des images. En dernière analyse, tout organe corporel saisit toujours du réel par le moyen qui lui est propre la même chose, des impressions fugitives, singulières, donc non répétables. Je ne sais pas si ça existe en français. C'est cela que j'appelle justement des apparences. Au contraire, ce que l'esprit est censé voir, ce sont des images de ses impressions. Images alors non plus particulières mais universelles, non plus fugitives mais stables, d'où celui-ci, l'esprit, peut conclure, après les avoir analysées, qu'elles se répètent, que ce sont toujours les mêmes, qu'on peut donc les interchanger, les échanger les unes contre les autres. La vision que j'ai en ce moment de cette table me renvoie à l'image, ou plus précisément à l'idée de la table que je ne vois pas devant moi, mais dans mon esprit. Le contact avec la réalité devient ainsi une espèce de souvenir. Rien de nouveau sous le soleil, comme on le lit dans l'Ecclésiaste. Ce que nous voyons, ce n'est que ce que nous avons toujours déjà vu. Le réel perçu vient à n'être qu'un indice du réel vrai qui n'est pas perçu. Le visible n'est au fond qu'une trace ou un signe de l'invisible. On aura reconnu ici aussi bien la théorie de la réminiscence de Platon que le fin mot des phénoménologues. Nous voyons bien là, c'est le cas de le dire, l'intérêt qu'a l'esprit à se recommander de la vue. C'est que l'image que celle-ci est réputée lui fournir supplée au manque de temps qui caractérise toute perception. Non seulement nous croyons voir des images, ce qui est déjà une première illusion, car c'est l'esprit, ou plutôt la mémoire, qui transforme l'impression sensible en image souvenir. Je vous renvoie ici à Matière et mémoire de Bergson. Mais en plus, on en vient à affirmer que ce sont les images qui sont la réalité véritable. Seconde illusion et aggravante. On estime que l'impression qu'on a du réel n'est qu'un renvoi à une autre réalité plus vraie. On comprend alors, soit dit en passant, que l'histoire de la science physique consiste en grande partie en une tentative, qui semble de nos jours de plus en plus réussie, d'évacuation de la notion du temps de l'explication de l'univers. Einstein l'a fait très bien. C'est à cette conception qu'une philosophie de l'écoute, telle que je l'entends, propose de renoncer. Reste à savoir alors quel est le genre de savoir qu'elle offrirait éventuellement, si de savoir il s'agit, et en quoi l'écoute elle-même semble jouir du privilège d'ouvrir un accès particulier à la réalité, c'est-à-dire, on l'a suggéré, à l'apparaître. Pour cela, il paraît nécessaire de parler de deux sortes d'écoute, qui ont déjà été plus ou moins évoquées, que je souhaite analyser rapidement. Le problème est, on l'a vu, que l'esprit, ce par quoi je ne désigne pour ma part rien d'autre que l'imagination, donc la capacité de rendre en image les perceptions du corps, tend à associer toute sensation à la perception visuelle et à interpréter chaque perception en tant qu'indice d'une image qui lui appartient en propre de classer et interpréter. C'est pourquoi, d'Augustin à Heidegger, en passant par Descartes, il est dit que la sensation elle-même est produite par l'esprit et non par le corps. L'impression sensible sur l'organe est réputée faire office de renvoi à l'image intellectuelle dans l'âme, ou l'esprit, ou la conscience, c'est tout un, par où l'on affirme que la véritable perception du réel, si toutefois on accepte qu'il y ait perception,
et ce n'est pas toujours le cas, a lieu ailleurs que dans le corps. Cette dernière conclusion, qui est supposée rendre compte de la vue, dans la mesure où l'impression dans l'œil devient image dans l'esprit, tableau du monde qu'on peut ainsi lire, est ensuite étendue à toute perception, de sorte que, lorsqu'il est question d'écoute, on en vient affirmer, et c'est pour le moins étonnant, que la musique n'est pas entendue par les oreilles. En effet, la plupart des philosophes, mais non pas tous bien entendu, et ce séminaire vise à prouver le contraire, lorsqu'ils ont cherché à accorder à l'ouïe un certain rôle dans l'accès à la réalité, n'ont pas fait autre chose que plaquer sur ce sens leur conception, déjà biaisée, de la vue, ce qui leur permettait d'en déduire les mêmes effets salutaires pour la connaissance. Évacuation du singulier, conception du général, perception de l'absence. Voilà en quel sens il faut entendre Nietzsche lorsqu'il écrit dans Le Gai Savoir que la plupart des philosophes pensent avec de la cire dans les oreilles, c'est-à-dire en enlevant à la perception auditive ce qui la rend tout à fait autre par rapport à une perception imaginative. On trouve une bonne illustration de cela dans les analyses des phénoménologues au sujet de ce qu'ils appellent « être à l'écoute ». Analyse où l'on associe un peu trop rapidement, ça a été également suggéré, entendre et comprendre. Comme on le lit un peu partout chez Heidegger, Derrida, Jean-Luc Nancy, ce qui permet d'ailleurs au dernier d'en tirer une petite leçon de morale, terrain assurément plus stable que le domaine musical, qui est celui qui pose véritablement le problème de l'écoute. Voyons donc brièvement de quelle écoute il s'agit ici, afin de lui opposer ce que nous entendons nous-mêmes par philosophie de l'écoute. Dans un texte célèbre du principe de raison de Heidegger, au sujet de l'écoute d'une fugue de Bach, on lit ceci. « Il est bien vrai que nous entendons une fugue de Bach avec les oreilles. Seulement, si la chose entendue n'était ici rien de plus que ce qui, comme onde sonore, vient frapper le tympan, nous ne pourrions jamais entendre une fugue de Bach. C'est nous qui entendons, et non l'oreille. Nous entendons sans doute au moyen des oreilles, mais non avec les oreilles, si avec veut dire ici que c'est l'oreille en tant qu'organe sensible qui nous fait atteindre la chose entendue. » Fin de citation. Il revient sur cette écoute non organique dans sa conférence Logos, et je cite de nouveau Heidegger, « peut entendre celui qui peut écouter. Mais l'oreille n'est pas l'appareil du sens auditif. Les oreilles que connaissent l'anatomie et la physiologie ne produisent jamais, comme organe d'essence, une audition, pas même lorsque nous restreignons celle-ci à n'être qu'une perception de bruit, de son ou de notes musicales. Nous n'entendons pas parce que nous avons des oreilles, nous pouvons être dotés d'oreilles corporelles parce que nous entendons. Nous sommes tout oreilles quand notre recueillement se transporte pur dans notre pouvoir d'écouter, quand il a complètement oublié la simple impression des sens. Non, pardon, des sons. Quand il a complètement oublié la simple impression des sons. Fin de citation. Ce qui frappe, et je vois que vous êtes très frappés, dans cette conception de l'écoute, par-delà la conception téléologique de la constitution du corps qu'elle suppose, est le caractère tout à fait énigmatique de ce que nous sommes censés écouter une fois que nous avons fait abstraction des sons saisis par l'ouïe, c'est-à-dire, comme dit Heidegger, la simple impression des sons. Heidegger écrit que ce n'est pas l'oreille qui entend, mais nous, ce qui lui fera dire ailleurs que Beethoven n'avait en effet nul besoin de l'ouïe pour entendre, et même qu'il composait mieux en étant sourd. Mais il ne dit pas ce qu'est cette chose non entendue par l'oreille, que nous avons entendu. Pensez à un passage de majeur à mineur dans la fugue de Bach. Qu'a entendu votre oreille? Des notes s'en suivre. Qu'avez-vous compris? Que le temps changeait. Et est-ce là quelque chose que l'oreille n'a pas saisi? Quelle est la différence entre l'écoute d'une série de sons et le changement de ton que perçoit l'esprit? Ou plutôt, qu'avons-nous apporté, nous, c'est-à-dire l'esprit, à l'écoute de l'oreille, qu'un chat n'est pas censé avoir entendu, puisqu'il n'a pas comme nous d'esprit. Il n'est pas essayé de montrer en quoi le réel se dédouble dans cette perspective. Petit clin d'œil à notre ami en commun. D'une part, ce que vous entendez grâce à l'ouïe, d'autre part, ce que vous entendez grâce à l'esprit.
et que Heidegger appelle « pouvoir d'écouter ». Et la difficulté vient du fait que précisément, il n'y a pas réellement deux choses, mais une seule. Les notes que vous avez entendues, auxquelles l'esprit n'ajoute rien, si ce n'est un nom après coup. Voilà un changement de ton. Voilà tout ce que l'esprit apporte. Mais aviez-vous besoin de savoir qu'il y avait là un changement de ton pour entendre à proprement parler la fugue, et même en jouir ? Il est évident que cette perception vise à discréditer les renseignements recueillis par l'ouïe au profit de l'interprétation qu'en fait l'esprit, ce par quoi il se rapproche du rationalisme le plus classique. Cela semble confirmer, et à la vérité c'est à cela que pensent ces philosophes, par l'écoute du langage parlé entre deux personnes qui se comprennent, puisque dans ce langage précis, les sons font office de signes qu'on peut comprendre, et par là échanger contre d'autres signes. On peut dire qu'il y a des synonymes dans la langue parlée, mais non dans la langue musicale. Mais il faut remarquer que nous restons de toute manière sur notre faim lorsqu'on demande à savoir quelle est l'interprétation qu'a fait l'esprit de ce que nous avons entendu du morceau de musique. On a entendu A, mais on nous dit que c'est grâce à l'esprit ou à la conscience intentionnelle qu'on a écouté B. Le problème est qu'à l'analyse, on sait ce qu'est A, mais pas B. Cette écoute, comme je viens de le suggérer, se rapproche en réalité bien plus de la compréhension qu'on a d'un propos parlé que celle qu'on a d'un morceau de musique. Car si dans la musique, on peut dire que les sons ne signifient rien d'autre qu'eux-mêmes, ce sur quoi nous reviendrons plus loin, mais pas longuement, dans le langage parlé, il est possible d'affirmer qu'un son est le signe d'un mot, et même qu'un mot est le signe d'une idée, c'est-à-dire d'une image intelligible du réel. Les sons seraient en eux-mêmes incapables de dire quoi que ce soit. L'écoute les ferait alors parler. Aussi, Jean-Luc Nancy écrit dans un livre qui s'appelle « À l'écoute » que le verbe « écouter » vient de « auscultare », soit, et je cite, d'une intensification et un souci, une curiosité ou une inquiétude. Entendre veut dire aussi comprendre, comme si entendre était avant tout entendre dire. Écouter, c'est être tendu vers un sens possible et par conséquent non immédiatement accessible. Fin de citation, et j'en donne encore une autre. Or, une mise en jeu, c'est-à-dire le renvoi d'une présence à une autre chose qu'elle-même, ou à une absence de chose, le renvoi d'un ici à un ailleurs, d'un donné à un don, et toujours à quelque égard de quelque chose à rien, à la reste du rien, cela s'appelle le sens ou du sens. Fin de citation. Il est manifeste que dans une telle écoute, où l'esprit est à la recherche d'un sens réputé extérieur, absent en quelque sorte du parler, ou du moins non intrinsèque au son qui forme les mots, importe fort peu ce que l'on entend réellement dans une situation présente, des bruits essentiellement, des tonalités, des timbres, des accents, tout ce qui fait de la perception quelque chose d'unique, de singulier, d'irremplaçable, et importe au contraire, au plus haut point, ce qu'on n'entend pas, un message dissimulé, caché, ou si l'on veut, exprimé ou véhiculé par cette singularité. Car si je peux comprendre, cela signifie que l'unicité des sons renvoie à la généralité d'un sens partagé. Écouter consisterait alors justement à fermer les oreilles à tout ce qui est présent pour laisser place à l'interprétation mentale, à la compréhension qui a lieu une fois qu'on substitue le signifiant par le signifié. Il n'y a pas de sens pour les sens, qui se contentent des impressions. Écouter, c'est donner un sens absent au son présent. Là, oui, on pourrait dire que A veut dire B, et c'est justement ce vouloir dire qu'on n'entend pas. Pour le dire en un mot, dans cette perspective, prêter l'oreille consiste justement à vouloir écouter ce qu'on n'entend pas, à saisir non ce qui est dit, mais ce que cela veut dire. Autrement dit, interpréter. J'appelle pour ma part cette écoute quantitative, par opposition à une écoute qualitative dont je parlerai tout de suite. Quantitative, parce que son opération essentielle est celle d'effacer toute trace de particularité de ce qui est entendu, et qui, de par sa singularité même, ne s'offre en principe à aucune signification claire.
En effet, le mot « livre » par lequel je désigne l'objet singulier qui est sur ma table renvoie à tous les livres qui ont existé, qui existent et qui existeront un jour. Pour comprendre cela, il faut que je ne tienne compte d'aucun des éléments qui pourraient venir brouiller cette compréhension. L'accent, le ton et même les mots qui accompagnent la sonorité du mot « livre ». C'est donc bien d'une interprétation au sens traditionnel et non musical qu'il s'agit ici, plutôt que d'une écoute. Je ne vois pas, quant à moi, en quoi il y aurait ici une attention particulière faite aux renseignements fournis par Louis ou à proprement parler, Si écouter veut dire comprendre, je peux aussi bien écouter un tableau, un livre, un muet. À cette dernière, nous opposons une écoute qualitative, c'est-à-dire une écoute qui fait attention à la réalité présente, dans les deux sens du terme, ici et maintenant. Je veux dire à tout ce qui fait d'une occasion quelque chose d'ininterprétable parce qu'irrépétable. Un accent, un timbre, une tonalité particulière de la voix qui me parle, qui font que ce que j'entends en ce moment ne me semble pas équivalent à quoi que ce soit d'autre, y compris à ces mêmes paroles dites par la même personne, mais dans une autre circonstance. Écoute du singulier, si l'on veut, et non du général, du présent et non de l'absence, du contenu, qui dans cette perspective n'est rien d'autre que la forme, ou encore de l'expression qui se confond en dernière analyse avec l'exprimé. Écoute que l'on peut appeler cette fois musicale. Je m'explique. Je reprends un exemple de Bergson pour résumer la différence entre ces deux écoutes avant de passer à un bref exposé de l'écoute musicale. Lorsqu'on entend sonner des cloches, l'écoute quantitative compte les coups de la cloche, en faisant abstraction de l'intervalle qu'il y a entre eux, de la durée spécifique de chaque coup, du son particulier de chacun, plus aigu, plus grave, plus doux, plus strident. À l'inverse, l'écoute qualitative ne saurait peut-être pas, mais au fond pourquoi pas, dire combien des coups il y a eu, puisqu'elle est attentive plutôt au processus de durée dans lequel ils se sont déroulés. Elle fait attention autant aux coups qu'au silence qu'il y a entre eux. Elle prête l'oreille au timbre singulier de chacun, sans jamais songer à les identifier comme des simples coups, mesurables et par là échangeables entre eux. Pour le dire en un mot, l'écoute quantitative ou interprétative entend les coups comme des nombres égaux. L'écoute qualitative ou musicale entend la sonorité et, si tel est le cas, la mélodie que produisent les coups et que la première délaisserait de par son inutilité. C'est que la première entend les coups en visant une action, le nombre de coups la renseignant sur l'heure, par exemple, alors que la seconde ne vise rien, elle ne réclame pas une utilité à la perception. On pourrait parler ici de contemplation. De même, dans le langage parlé, l'écoute quantitative prête peu ou prou l'oreille au ton du discours afin d'en dégager le sens réputé chiffré par les paroles. L'écoute qualitative, quant à elle, trouve le sens du discours précisément dans ce qui a été dit, dans la manière où cela a été dit, dans l'intonation de la voix, et même dans le cas de la lecture, et je pense que vous vous en occupez ici pas mal, dans la tonalité du texte lu. Le sens d'un poème n'étant pas, pour elle, interchangeable avec un propos philosophique, par exemple. Nous dirons enfin que dans la première écoute, on fait du discours une image qui peut être relue et réinterprétée à tout moment. On retrouve là la visualisation des sens dont on parlait au début, tandis que dans la seconde, on entend dans le temps. Les sons sont uniques, comme toute chose s'inscrivant dans la durée. C'est cette attention auditive qui fait qu'on peut aussi essayer de rendre compte des coups dans le temps, je veux dire musicalement. Voilà pourquoi, pour une écoute véritablement musicale, il ne peut y avoir, comme le prétend l'autre forme d'écoute, qu'il faut à présent appeler exégétique, de différence entre la forme et le contenu, entre le sens et la signification, entre l'expression et l'exprimé dans le langage musical, et probablement dans toute forme de langage, si l'on en croit Wittgenstein. Justement, pour l'écoute musicale, la beauté de la musique n'est rien d'autre que le sens musical. Ce qui est beau dans un morceau de musique ne diffère en rien de ce que dit ce morceau dans un langage où les sons sont articulés dans le temps et ne veulent rien dire d'autre que ce qu'ils disent par eux-mêmes. Il n'est pas ici le lieu de développer une critique des innombrables théories selon lesquelles la musique exprime quelque chose,
des sentiments, émotions, idées, états psychologiques, et même des paysages ou anecdotes. Il suffit de faire observer leurs points communs. Il est dit, quel qu'en soit le contexte, l'intention, la perspective critique ou philosophique, que la musique est le véhicule de quelque chose d'autre que la musique. Bref, que la musique est expressive, mais qu'elle exprime quelque chose de différent que des rapports musicaux. Ainsi, entend-on distinguer par la suite la forme, c'est-à-dire les sons articulés dans le temps, du prétendu contenu, les émotions, les sensations, les paysages, etc., avec lequel elle est censée ne pouvoir coïncider, ce qui invite à chercher la véritable musique entre les lignes ou derrière les notes, comme on l'entend dire si fréquemment. Ainsi finit-on toujours par faire une distinction illusoire entre l'expression et l'exprimé, le dire et le vouloir dire, le sens et la signification, et disons-le carrément, le morceau de musique réel et un autre morceau de musique irréel. L'intérêt d'une telle distinction, où le morceau de musique existant se double d'un morceau de musique inexistant, porte assurément sur la capacité qui nous est ainsi octroyée de parler de musique tout en faisant abstraction, comme on le voyait tout à l'heure, de tout ce que nous avons entendu. Il sera donc question du compositeur, de son époque, de ses amours, de ses convictions morales et surtout politiques. On pourra dès lors comprendre les féroces critiques qu'Adorno adressait à Stravinsky et les louanges qu'il fait de Schoenberg, l'un composant selon le théoricien pour les bourgeois, l'autre pour le prolétariat. Une autre illustration, dans un registre un peu moins virulent, nous est offerte par le slogan d'une émission passant tous les samedis matins par nos postes de radio qui dit « Car toute musique est politique ». Or, cet expressionnisme musical a un triple désavantage. Tout d'abord, dans la recherche d'un sens extra-musical, crypté dans les sons, caché par les notes, dissimulé par les arrangements musicaux, on laisse de côté, comme quelque chose de superfétatoire, les œuvres musicales elles-mêmes. Par là, la musique devient le moyen de transmettre des propos non musicaux, ce qui dépourvoit la musique de sa spécificité, c'est-à-dire être constituée de sons articulés dans le temps, et même de son intérêt propre, puisque ce qui importe, si ce qui importe est le message véhiculé, peu importe le moyen par lequel on le fait passer. Autant se mettre à faire des slogans et les faire lire, c'est plus simple. Enfin et surtout, on perd de vue ce qui peut rendre l'homme mélomane, c'est-à-dire fondu, fou de musique, c'est-à-dire l'émotion proprement musicale, émotion qu'on ne saurait éprouver dans aucune autre circonstance, ni par aucun autre biais que l'écoute musicale. Encore une fois, si entendre veut dire interpréter, on ne voit pas pourquoi ne faudrait-il pas, pour comprendre la musique, se boucher les oreilles et ouvrir bien les yeux, en particulier ceux de l'esprit. Il paraît alors que Louis a ceci de particulier, et c'est cela qui nous semble son principal privilège par rapport à la vue, qu'elle prête l'oreille au réel perçu, dans son mouvement perpétuel, dans son changement incessant, sans pour autant lui substituer une image fixe et immuable. Elle tend l'oreille au caractère éphémère de tout ce qui existe, sans pour autant le doubler d'une autre existence plus durable. L'écoute musicale, qui dirige toute son attention au singulier, à la différence qui ne se répète pas, sert comme métaphore de ce que peut être une attention au réel. Pour Louis, il n'y a pas de différence entre apparence et réalité. Elle prend pour réalité ce qu'elle perçoit. Louis, pour laquelle la notion d'être, ou de monde vrai, ou de chose en soi, n'a dès lors aucun sens, le réel qu'elle entend lui suffit. C'est cela que l'écoute musicale et la joie toute particulière qu'elle est seule capable de produire peut suggérer à la philosophie. On se demandait s'il y avait un savoir qui se dégageait de l'écoute. On peut répondre à présent qu'il ne s'agit certes pas d'une science certaine du réel, entendant par là l'image obéissant à des règles éternelles, intelligibles et mathématiques, si ce n'est divines, que la physique même prétend nous fournir, mais plutôt d'une sorte de sagesse qui a peu à voir avec la certitude ou l'appropriation technique du monde que cherche la science, sagesse qui consiste avant tout dans l'approbation, suggérée par le plaisir éprouvé à l'écoute de la musique de ce qui ne cesse de passer. Renoncer à l'image signifie aussi laisser place au temps dans lequel s'inscrivent les notes de musique aussi bien que nos propres vies.
c'est penser la vie même en tant que musique. Nous dirons donc pour nous résumer qu'une philosophie de l'écoute nous semble être nécessairement une philosophie de l'affirmation de ce qui existe tel qu'il existe. Affirmation de la réalité et de la vie comme ensemble de cas d'exception ininterprétables et cependant par moments réjouissants. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je retrouve effectivement un certain nombre d'argumentations de votre dernier livre, Voir et entendre, critique de la perception imaginative, et on va engager le débat. Je vais commencer par une ou deux questions. Et revenir en repartant peut-être effectivement cette phrase superbe de Nietzsche disant au fond le philosophe il a besoin de son morceau de cire, non pas de le contempler mais de se le mettre dans les oreilles pour surtout ne pas écouter le monde et donc le penser, le penser sur le mode du paradigme visuel puisqu'effectivement comme vous l'avez montré, même si la vue et les sens sont dévalorisés au profit de la raison, c'est malgré tout le paradigme visuel qui l'emporte, comme vous l'avez rappelé, avec Descartes. Alors, si je suis un petit peu l'argument nietzschéen, justement d'enlever les bouchons, de laisser justement le monde arriver par les oreilles, puisque effectivement, bon, c'est une métaphore, enfin c'est une allusion souvent fréquente sur le fait qu'on peut, en fermant les paupières, ne plus voir, mais en revanche, le monde surgit dans une sorte d'intériorité du corps par les oreilles. Et Nietzsche, effectivement, passe au départ d'une sorte de métaphysique de la musique, dans son premier texte, à une physiologie où, pour lui, il emploie quand même une métaphore ici, la musique donc est une sorte de nourriture, elle est corps, bon, elle n'est pas sens métaphysique. Bon. Alors, on comprend bien effectivement l'argument et l'ouverture à cette matérialité sonore, et c'est là que je voudrais vous interroger sur le statut du sonore. Parce que là, j'ai dit matérialité, vous avez terminé par existence, donc le son ou la sonorité, ce serait de l'existant. Si je reviens, je refais un petit détour par la métaphysique et votre cheminement. C'est vrai que les métaphysiciens ont toujours dévalorisé le son en tant que tel parce qu'il apparaît comme vide de sens. Et dans votre exposé, on sent directement que tout philosophe cherche à affecter le son ou une composition sonore de sens, à chercher quelque chose derrière, un arrière-monde, quelque chose qui serait exprimé. Donc, on entend bien. Bon. D'ailleurs, il y a une sorte de motif qui revient dans la philosophie métaphysique. Le mauvais son, c'est le bruit des oiseaux. Alors pour le coup, c'est une espèce de comparaison péjorative. Ce ne sont que des bruits d'oiseaux. On le trouve chez Platon, et quand il parle de l'éducation musicale, c'est dans les lois. Là, il dit surtout, attention, pas de bruit d'oiseaux. Il faut des chœurs, on va apprendre des chœurs, et c'est plutôt à l'unisson qu'il faut chanter, avec un texte, et sans ça... Édifiant, qui voilà, plus est. Édifiant, bien sûr. Et c'est toujours, j'ai remarqué ça très souvent, cette comparaison, quand il s'agit de montrer que c'est stupide, ça n'a pas de sens, c'est les bruits d'oiseaux. Il ne s'agit pas de dire que les oiseaux chantent, non, c'est du bruit. Bon. C'est la stupidité, c'est du côté de l'animal, etc. Bref, métaphore classique ou discrimination classique qu'on retrouve même jusqu'à Hegel. L'exemple de Hegel d'ailleurs est assez intéressant parce que il ne peut pas s'empêcher d'être séduit par le chant lyrique. On pourrait penser que Hegel serait attiré par Beethoven, mais pas du tout. Il n'y a pratiquement aucune référence à Beethoven chez Hegel. Je crois qu'il aime Rossini. Et voilà, il aime Rossini, et ça le gêne. Il ne sait pas comment faire. D'ailleurs, il n'arrive pas à inscrire convenablement la musique dans son système des arts. Et il écoute Rossini. Alors, c'est comme malgré lui qu'il est attiré par le chant. Mais le chant n'exprime pas suffisamment pour lui une représentation de l'esprit. Et donc c'est très intéressant parce que justement
il écoute ça comme finalement il pourrait écouter un chant d'oiseau, mais il ne veut pas lui donner le crédit. Il est presque honteux d'apprécier la musique italienne, le bel canto, le chant pour le chant. Bon. Alors bon, l'affaire est entendue. Je vous suis. Maintenant, une question. Maintenant, vous allez shooter. Je ne vais pas shooter, non mais une question. Je reviens sur le statut de ce qui est entendu. Justement, est-ce que, au fond, quand vous dites ce qui est, c'est ce qui est, et il n'y a pas à chercher autre chose que ce qui est. Non pas un être surplombant, mais au fond de l'existant. Mais alors cet existant, quel statut là? Est-ce que c'est une matérialité qu'on pourrait dire physique? Est-ce qu'au fond on réagit à une matérialité comme, je sais pas, comme les matérialistes nous disent, voilà, il y a des simulacres dans les yeux, si on a une image qui se forme, c'est un petit simulacre qui est passé, et puis on se forme grâce à ces petits atomes, ils se recomposent, et pareil pour la musique, ils entrent par les oreilles, et puis ces petits atomes se recomposent, et puis ça fait une sorte de forme. Bon, pure matérialité, sans forcément passer par les matérialistes comme Lucrèce, mais au fond, on pourrait dire, je ne sais pas si ça me touche, ça touche mes nerfs, mais est-ce que finalement, ce que je veux dire par là, c'est que si on en revient à la musique, par exemple, c'est de l'existant, c'est de la dimension matérielle et sonore, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'être piégé par le discours métaphysique? Certes, on a largué l'arrière-monde, mais il nous reste quoi? Il nous reste cette apparence qui ne peut plus être appelée apparence, d'accord, mais qui est de l'existant, mais qui est ce qu'il est, qui existe comme ce qui existe. Et malgré tout, vous dites, c'est une affirmation. Alors, si ça affirme, au nom de quoi ça affirme quelque chose? Ce n'est pas que de l'existant. Ça affirme, mais sans intention d'affirmer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en quelque sorte cette matérialité sonore qui est plus quand même que simplement une sorte de matérialité qu'on reçoit par la perception des sens et qui, au fond, dit quelque chose de l'existant. Alors dit, là j'ai dit trop, parce que j'ai dit, ça ne dit rien. Mais si ça affirme... Ça dit quand même quelque chose. Ça dit quelque chose alors. Ça dit de la musique. Ça dit des rapports de son. Alors, je pense que vous posez la question... Enfin, si vous pouvez me la répéter. Non, c'est pas... je peux la répéter, par exemple. C'est aussi, je pourrais dire autre chose en passant par Rosset, puisque vous êtes dans une grande proximité à Rosset. J'aime beaucoup ce qu'écrit Rosset, mais de temps en temps, je me dis, mais il dit toujours, oui, le réel. On oublie le réel à cause des arrière-mondes, de l'invisible, on veut toujours une doublure, on veut toujours chercher un sens, etc. Mais au fond, il n'y a que ça. Une musique, ce sont des notes, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravel? Il a voulu dire ceci, il a voulu dire do, la, do, fa, je sais pas, bref. Et c'est tout. Il dit, ne cherchons pas, tout est là. Bon, c'est le réel. Et moi, des fois, j'ai envie de dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est le réel? Oui, c'est la grande question. Donc, je voyais venir la question exactement, celle-là. Et je n'ai pas la réponse, justement. Non, mais c'est vrai. C'est que je ne sais pas. Oui. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la musique. Je sais que ce n'est pas des anecdotes. Je sais que ce ne sont pas des histoires ou des paysages ou autre chose que des rapports sonores. Pourquoi cela m'affecte? Pourquoi, personnellement, j'adore Mozart jusqu'à en être fondu, à être fou de cette musique, et pourquoi, personnellement, mais je n'impose rien à personne, je ne peux pas écouter Brahms, c'est un mystère. Je ne peux pas le savoir. C'est absolument... Je suis incapable de dire quel est le problème, qu'est-ce qui cloche. Mais si vous me demandez, qu'est-ce que la musique de Mozart? Est-ce que la musique de Mozart, c'est tout simplement des sons, des particules de matière qui font vibrer l'air qui vient frapper mon tympan? Je suis très embêté, effectivement. Oui. Je ne sais pas si... Comment dire ce que c'est? On peut dire ce que n'est pas la musique, on peut dire ce que n'est pas la réalité, mais de là, s'en suit pas qu'on puisse dire, bon, donc voilà, c'est ça.
Oui. Donc il y a une sorte effectivement d'une sorte de théologie négative, on peut dire ce que Dieu n'est pas, sans qu'on puisse cependant dire, bon voilà, ça veut dire qu'on sait ce qu'est Dieu. Oui. Alors, il y a des deux questions, parce qu'il y a la question de savoir de l'émotion musicale, hein, que vous avez posée, pourquoi ça me fait ça, voilà. Et il y a la question de qu'est-ce que c'est, voilà, quel est le statut. Alors, effectivement, ce n'est pas de l'ordre de l'expression, non. Et mais si on aborde la musique du point de vue de ses effets, on va pouvoir quand même rendre compte du fait que ces effets sont partageables. Absolument. Hein, bon. Ils sont partageables, alors même si on va dire que ces effets ne sont pas inscrits dans la musique en tant qu'elle exprimerait quelque chose qui serait de l'ordre, par exemple, je sais pas, de la tristesse ou de la joie, etc. Cité tout à l'heure de Eurydice, effectivement, est-ce que j'ai perdu mon Eurydice aussi, voilà, peut être chanté. Rien n'égale mon bonheur. J'ai perdu mon Eurydice, etc. Mais je peux dire, voilà, effectivement, Rien n'égale mon bonheur. On peut très bien dire, j'ai retrouvé mon Eurydice sur le même ton. Bon, donc finalement, on s'en fiche du sens. Hein, je l'ai trouvé, je l'ai perdu, on s'en fiche. L'essentiel, c'est finalement la musique. Mais, au fond, on va être une communauté à peut-être ressentir les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'au fond, la musique est affectée selon des codes par exemple, des sentiments. Hein. Ça peut être effectivement purement conventionnel. Hein. Ça, je pense, tout à fait. Donc ça veut dire aussi quand même que dans cette affectation, on ne peut pas réduire la musique simplement à une composition acoustique. Donc elle est quand même inscrite justement dans une histoire de l'écoute et du fait qu'on va donc dans une communauté écouter. Et alors là, pour le coup, je reprendrai un petit peu l'expression de Wittgenstein, qui part du voir. Bon, d'accord, il dit le voir comme, hein, c'est-à-dire entendre comme. Oui. Et voilà, pourquoi ne peut-on pas dire aussi entendre comme, c'est-à-dire que on l'entend comme, c'est pas comme ça, mais moi je l'entends comme ça, hein, et je l'entends comme ça, et je suis pas le seul à entendre comme ça parce que en fonction de l'éducation de mon oreille ou de la communauté des oreilles à laquelle j'appartiens, eh bien, je vais l'entendre comme ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est comme ça que les compositeurs composent, justement. Et c'est-à-dire que, bon, non serait-ce que je ne suis pas très calé en composition, du tout même, mais je sais que pour créer une sensation d'attente dans un opéra, dans un moment très important où il va se passer quelque chose, eh bien, on peut jouer avec, par exemple, la note sensible. Mmh. Donc, il y a effectivement un jeu avec l'écoute, une écoute, si on veut, culturelle, qu'on a apprise et qu'on a même cultivée et qu'on s'est appropriée, ça, bien sûr. Je ne veux pas dire que la musique, ce sont des sons au hasard, qu'on joue comme ça, et puis voilà. Bon. Donc, effectivement, et par exemple, ce que dit Wittgenstein, il dit carrément en tant que, oui. dans les remarques, il dit il faut entendre la musique comme un langage comme un autre. Il y a certains passages qui font des transitions, des passages qui font une sorte de ponctuation, des passages qui font des pauses, exactement à la façon du langage parlé. Et Wittgenstein a tendance, à mon sens, j'admire infiniment Wittgenstein, mais il a tendance à écouter dans la musique la même chose que lorsqu'on entend justement quelqu'un nous parler, dans un autre sens que Heidegger ou Derrida, bien sûr. Lui, il aimait bien Brahms. Oui, mais il aimait bien aussi les films western, il détestait Shakespeare et il détestait Mozart et Mahler, et ça j'ai jamais compris. Et il adorait Brahms, ça c'est très mystérieux aussi, c'est vrai. Aimez-vous Brahms? C'est même un livre. Alors, j'ai perdu le fil, mais... oui, il y a une comparaison sur la question des physionomies. Il compare aussi la musique à des physionomies. Au fond, sur la question de l'expression, les physionomies, c'est-à-dire la mine qu'on fait, en fait, on la décrypte uniquement en fonction de conventions. Justement. Au fond, c'est pas parce que je fais i comme ça que je suis heureux ou content. C'est une codification. Et au fond, pour lui, la musique, du moins, à un moment donné, il fait cette comparaison
avec Oui, justement, physionomie. et la chose, bah oui, parce que justement, on voit une physionomie et on peut dire que cette physionomie exprime quelque chose, mais on ne peut pas dire quoi. Cette physionomie exprime justement cette physionomie, ce geste. Mais ce geste ne traduit pas autre chose, ne traduit pas une émotion dont le geste serait différent. Et Wittgenstein, moi je me suis beaucoup inspiré de cette intuition qu'il a même du mal un peu à expliquer dans cette leçon justement sur la musique, sur l'esthétique. Il revient sur ce problème que vous évoquez. Comment je peux savoir quelle est la manière dont il faut jouer un morceau de musique ? J'entends plusieurs versions et je dis c'est celle-là. C'est comme ça qu'il faut jouer. Comme je le sais. Comme si j'avais en moi déjà la musique enregistrée et que j'essayais de la faire coller avec cette autre image de la musique que j'aurais en moi. Il dit c'est justement l'erreur. Il n'y a pas cette espèce de coïncidence entre deux musiques. Il y a une seule musique et on ne sait pas très bien, mais on sait qu'il faut la jouer comme ça et pas comme ça. On sait très bien que les dissonances de Mozart, il faut les jouer comme ça et pas comme ça. Et quand on entend comme la manière dont il ne faut pas le jouer, on est mal à l'aise. Et vice-versa, quand on entend la façon dont il faut jouer, on est... Oui, effectivement, c'est ça. Mais ça, quoi ? C'est ça, la grande question, c'est quoi ? Comment il faut jouer quoi ? Ou le problème qu'aborde Sartre... Est-ce que la vraie musique, c'est la partition ou l'interprétation ? Quelle est l'essence de la 7e symphonie de Beethoven ? Moi, je suis très embêté. Oui. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Simplement, juste une dernière petite chose pour dire que, justement, peut-être en affirmant contre la métaphysique l'existence, je ne sais pas comment dire, l'existence sonore, l'existence acoustique, pour ce qu'elle est, en disant voilà, c'est ça, et puis il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de sens à chercher, c'est ça. Au fond, peut-être que cette position radicale, ou agressive ou défensive, elle ferme peut-être la musique à, je dirais, à tout ce qui peut l'affecter, et notamment, pourquoi pas, à l'imagination, c'est-à-dire est-ce que forcément l'imagination dénature la musique ? Est-ce que l'association d'une imagination à l'écoute est forcément la recherche d'un arrière-monde ? Alors, j'entends ce que vous me dites, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de pique permanente contre les métaphysiciens qui ne veulent pas entendre la musique, mais comprendre autre chose. Mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Donc tout d'abord, ce n'est pas vraiment un arrière-monde. On peut écouter, on peut dire, voilà, il faut avoir une écoute qui soit imperméable à l'imagination. Et une écoute, je ne sais pas moi, une écoute structurale, ou enfin bref, une écoute... Bon. Mais c'est un mode d'écoute où on l'entend comme ça. Ça n'interdit pas forcément de l'entendre autrement, sans forcément qu'on soit accusé d'un coup de ne plus entendre, parce qu'on est passé à un arrière-monde, une interprétation. Tout à fait. Alors justement, donc je voulais en venir. La critique de l'image ici n'est pas forcément une critique... Enfin, n'est pas seulement une critique à la métaphysique, c'est une critique aussi, ne serait-ce qu'à ce film de Walt Disney, Fantasia. C'est-à-dire que, et c'est vrai que moi, ça m'a un peu gâché la vie pendant un certain nombre d'années. Je ne pouvais pas écouter la 6e symphonie de Beethoven sans imaginer des petits centaures qui jouent de la flûte, ou le Sacre du printemps avec des dinosaures. C'était quand même aberrant. Et j'avais l'impression que cette imagination qu'on m'avait en plus imposée quand j'étais petit m'empêchait quand même de faire attention à ce qui se passait réellement, c'est-à-dire au son. Donc ça, d'une part, c'est déjà ça. C'est pas seulement l'arrière-monde, c'est carrément faire voir la musique. Et ça, c'était déjà le cas de Wagner, qui voulait faire voir des idées qu'il ne parvenait pas vraiment à exprimer au moyen de sa musique, parce que ses auditeurs, ils disent « j'ai bien aimé, mais j'ai pas très bien compris ce que
vous entendiez dire, d'autres que ce que j'ai entendu réellement. Ils disaient, bon, bah, très bien, donc, maintenant je vais mettre ça en scène, vous verrez. La musique, on sent le Nietzschéen. Vous verrez, là vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris, eh bien, on va ajouter à cette perception insuffisante la perception que vous allez comprendre par la vue. Donc il y a cette idée de visualisation Théâtre. de l'art sonore, de théâtre, de spectacle total, comme si la musique en tant qu'art sonore ne parvenait pas vraiment à nous parler, à nous dire quelque chose. Et donc là, c'est justement le contraire que j'affirme, c'est-à-dire que pour moi, la musique suffit largement à faire passer un message, même si ce message est simplement musical. Et moins qu'une critique des arrière-mondes, qui est réelle et patente, et incessante, et lassante probablement, c'est plutôt l'affirmation, non pas métaphysique de oui, la musique affirme la vie, mais plutôt l'idée, enfin, ce que j'entends dire, c'est que moi, cette écoute musicale à laquelle parfois il faut que je ferme les yeux pour vraiment entendre, me fait faire une certaine attention à des choses que je ne peux percevoir que par la musique, au temps qui passe. Et ce temps qui passe me paraît parfois réjouissant quand je l'entends passer avec Mozart ou Schubert ou Chopin, et particulièrement horrible quand je l'entends passer avec Brahms. Mais je fais attention à la vie et je comprends que le temps qui peut beaucoup effrayer les gens, la vie c'est quand même le temps, et donc la vie c'est quand même la mort, ou d'une certaine manière déjà la mort, et bien là, avec la musique, j'ai l'impression que, bon, oui c'est vrai, mais c'est pas grave. Parce que j'ai quand même pu entendre ça et j'ai quand même pu vivre ça et passer des moments absolument géniaux. Et donc je pense souvent, et je le pense vraiment souvent, je pense souvent à cette lettre de Mozart qu'il écrit à son père, qui me semble la clé de tout, de la musique de Mozart, mais de la musique en général, et de la philosophie en général, qui dit il n'y a pas un soir de ma vie auquel je ne pense pas, si jeune que je puisse être, à ma mort, c'est-à-dire à l'idée que demain je pourrais ne pas être là. Et cette idée, presque effrayante en soi, est devenue tellement une amie qu'elle me permet... Ah, tiens, j'ai oublié la fin. Je ne l'ai pas citée là. Enfin, cette idée est vraiment devenue une véritable amie. Et donc c'est elle qui me permet de vivre tous les jours comme si c'était la dernière seconde de ma vie. Et c'est justement cette idée de la mort présente à chaque instant qui fait de la musique de Mozart la musique la plus profonde, à mes yeux, à mes oreilles plutôt, de toutes. On dit toujours que c'est la musique la plus superficielle, la plus frivole, bon, etc. Pour moi, c'est justement la musique qui naît de la réflexion de la mort, qui naît de la réflexion du temps qui passe, et qui se dit, la mort est déjà là. Donc, jouissons un dernier instant. Et donc, ce n'est pas vraiment une affirmation métaphysique. En réalité, l'affirmation ne vient pas de la part de la musique. L'affirmation vient de la part de l'auditeur. C'est moi qui écoute la musique et qui accepte que la réalité soit comme ça, dans le temps, éphémère, fragile, incompréhensible, que je ne puisse absolument pas trouver une signification à cette réalité qui passe, et cependant que je puisse dire « je l'accepte, c'est bon ». Je veux bien vivre, même si cette vie n'a pas de sens. Je veux bien ne pas savoir si demain je vais mourir. Je veux bien accepter cet instant. Et pour moi, l'écoute de la musique donne justement cette capacité de la part de l'auditeur à dire oui.